2012. J'ai travaillé en tant qu'assistante pro sur les agences de Jean Bett et de Gaulle. Et ça a fait bientôt 4 ans que je suis maintenant conseiller professionnel. Donc, il faut savoir qu'à la Bred, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît la Bred Martinique, s'il y en a qui connaissent un petit peu d'accord, le fonctionnement. Donc, en fait, nous avons des agences qui sont basées vraiment sur toute la Martinique, Nord Caraïbes, Nord Atlantique, Sud, Centre, avec un fonctionnement, avec des libres services bancaires qui sont ouverts de 6 heures à 22 heures. En agence, vous retrouvez 3 typologies de conseillers: des conseillers particuliers, des conseillers privés et des conseillers professionnels. Pour les conseillers professionnels, on a deux types de conseillers. Vous avez les conseillers pro, tout ce qui est petites et moyennes entreprises, et vous avez aussi les conseillers professions libérales, pour tout ce qui est les professions avocats, infirmières, infirmiers libéraux, et cetera, architectes, tout ça. Donc ça, c'est un petit peu la présentation rapide, on va dire, de la MRED ainsi que la mienne. Le nombre de services et produits évolue chaque année. Donc, les clients, même si je leur présente un petit peu ce qu'on fait, à regarder sur le site internet ce qui pourrait les intéresser aussi et à revenir vers moi pour un petit peu poser plus de questions. Voilà un petit peu la Bred Martinique, on va dire dans les grandes lignes, vraiment là dans les grandes lignes. Ok, ok, merci Rebecca. Merci beaucoup, Rebecca. Je pense qu'on peut continuer. On passe à l'étape suivante, comment négocier. D'accord. Alors, donc, comment négocier avec son conseiller? Donc, quand on va partir sur un exemple d'une société en création. Et après, on va faire un exemple sur une société qui est déjà créée. Alors, en ce qui concerne les nouvelles entreprises ou qui sont en cours de création. Excuse-moi. Excusez-moi. On garde les questions pour la fin ou on pose à l'instant T dès qu'on a la question? Non, je pense que Rebecca, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de questions. Donc, si tu veux, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses une partie de ta présentation. Et puis, si tu veux une session de questions, ben, tu dis, vous pouvez poser vos questions à ce moment-là. Et puis après, et ainsi de suite. Mais il vaut mieux que tu cadres un peu les moments où on va poser les questions. Sinon, ça va s'allonger, je pense. Ouais, parce qu'on peut partir sur plein de choses après quand on a posé une question et regarde le truc. Ok, donc, Rebecca, on te Il laisse y a nous pas de dire souci. quand est-ce qu'on peut te poser les questions. Comme ça, en fait, ça va mieux cadrer. D'accord. Ok. Alors, on va cadrer les choses en termes de timing, hein, puisque là, c'est vrai qu'on a parti un petit peu en retard. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai un rendez-vous à 10h15, ce qui veut dire qu'à 10h, je serai obligée de vous laisser. Donc là, pendant 10 minutes, je vais vous présenter, on va dire jusqu'à 9h30 un petit peu, comment présenter un financement à son gestionnaire de compte ou à son futur gestionnaire de compte, en séparant, comme je vous ai dit, en 2 parties. Ça veut dire une société qui est en cours de création ou qui vient d'être créée, donc qui a 1 an ou 2, et une société qui est déjà, on va dire que la machine est lancée depuis au moins 3-4 ans. Est-ce que ça vous va comme ça? Ok, c'est très bien. Et puis, tu nous dis à quel moment on peut te poser les questions, du coup. Ok. Et je vous dirai à quel moment poser des questions. Donc, voilà. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas quand même à m'interrompre. OK? Que ce soit quand même assez. Je ne veux pas que ce soit comme, voilà quoi. Alors, donc, je reviens sur les nouvelles sociétés. Donc, les sociétés qui sont en création, bon, déjà, je pense que vous savez que vous pouvez vous faire aider par pas mal d'organismes. Vous avez des organismes, qui vous accompagnent pour pouvoir faire votre montage de dossier. D'accord? Une fois que vous savez aussi il faut savoir bien définir son projet. Avant de venir à la banque, il faut savoir quelle est votre activité, quels sont le marché, les concurrents, enfin, faire votre business plan. Il faut vraiment qu'il soit complet. D'accord? Si vous avez aussi des questions, moi, ça arrive que j'ai des prospects qui, en amont à un rendez-vous, me demandent de quoi j'aurais besoin par rapport à leur projet. Il ne faut pas hésiter. Aucune question n'est bête ni mauvaise, en fait. Ça permet justement de bien structurer la demande parce que plus nous, en tant que conseillers pro,
nous avons des détails sur la demande du client, plus c'est facile pour nous après de pouvoir l'aiguiller et de choisir le meilleur financement. OK? Alors, en termes de documents, en ce qui concerne la demande de financement, donc ça sera un business plan, l'ensemble des devis. Et moi, j'aime bien demander aussi aux clients une petite note explicative. Pourquoi? Parce que ça permet de bien détailler en fait ce qu'il veut. En termes de montant, il faut aussi avoir dans sa tête, bon, se dire que est-ce que je veux pouvoir être sur un financement de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'on peut aller jusqu'à 7 ans, mais tout dépend du type de financement qu'on va choisir pour le client. Et puis savoir qu'est-ce que vous allez être capable de mettre dans votre société. On va toujours vous demander un apport. La banque va toujours vous demander un apport. En moyenne, le minimum, c'est 20% d'apport du projet. Ça, c'est quasi inévitable, d'accord? Après, vous avez des conditions, puisque aujourd'hui, en ce qui concerne les créateurs d'entreprises ou les jeunes entreprises, vous avez quand même pas mal d'aides qui vous sont octroyées et vous pouvez faire appel à pas mal d'organismes. Bien entendu, la collectivité pour les subventions, sachant que les subventions arrivent toujours très, enfin, dans un futur très lointain. Vous pouvez aussi faire appel à tout ce qui est Martinique Initiative, l'ADI, etc., etc. Et puis, ça permet un petit peu de compléter des fois l'apport, mais il ne faut pas confondre subvention et prêt. S'il y en a qui veulent poser des questions par rapport à ça aussi, donc vous pouvez noter déjà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la création d'entreprise. Alors, à la BRED, en tout cas, nous, on propose quand même des financements, justement, un petit peu pour les créateurs d'entreprises qui soient adaptés. On a un organisme qui s'appelle, avec lequel on travaille. On a 2 organismes avec lesquels on travaille beaucoup, la SOCAMA et la BPI. On prend aussi des garanties. La banque peut prendre d'autres garanties, mais encore une fois, tout va dépendre du projet que vous avez. Si c'est un petit, un moyen ou un super gros projet, ça dépend. Il faut savoir aussi qu'en Martinique et enfin, même partout, hein, chaque client que je vais recevoir devant moi, même si c'est la même activité, le projet sera toujours différent. Le projet sera toujours différent parce qu'on a tous une vision différente de la chose. Donc, on va tenter d'adapter en fait au mieux l'offre de financement qu'on va vous faire, de l'adapter pour qu'elle puisse être pour vous vraiment une porte d'ouverture ou pour développer l'activité ou pour créer votre activité ou pour consolider ce qui est déjà en place. OK? Alors là, je vais passer à la seconde partie, mais est-ce que vous avez des choses quand même, des questions par rapport à la création d'entreprise et au financement? Est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus? J'ai une question. Oui, moi. J'ai une question. Qu'est-ce que tu appelles business plan complet? C'est quoi pour toi un business plan complet? Alors, un business plan complet, pardon, c'est une présentation de l'entreprise, des associés, enfin, c'est un CV aussi un petit peu des associés, du représentant légal, qui explique ce que vous voulez faire, qui vous démarquez par rapport aussi à vos concurrents, vos avantages, vos inconvénients, votre marché, vos clients, comment vous allez réaliser votre chiffre d'affaires et toute information que vous allez juger utile d'intégrer au business plan. Et en général, dans le business plan, bien entendu, j'ai oublié de le préciser, il me faut obligatoirement un prévisionnel d'activité sur 3 ans. Quelque chose qui puisse me montrer quelle est votre vision, comment vous voyez en fait l'évolution de votre activité sur une période de 3 ans, comment vous allez réaliser ce chiffre d'affaires,
comment vous allez gérer cette entreprise. Ça permet aussi de voir si le client est conscient des charges qu'il aura par rapport à une structure, parce que des fois, en regardant avec le client son business plan ainsi que son prévisionnel d'activité, c'est déjà arrivé que je vois que le client, je lui dise: «Oui, mais est-ce que vous avez pensé à telle ou telle chose lorsque vous aurez tel ou tel problème?» Il me dit: «Ah oui, effectivement, ça rentre en compte», et cetera et cetera. Ou vice versa. Moi aussi, ça me permet de voir que, ben, quand un client fait telle ou telle activité, il a telle ou telle difficulté. Il y a des choses qui sont récurrentes et qui doivent gérer de façon équilibrée, en fait, pour pouvoir s'en sortir, surtout sur les 2 premières années. Ok. Moi, j'avais une question, du coup. Ah, ok. Alors, c'est ce que je disais justement, Sandy. En fait, j'ai quand même des clients, des prospects, même s'ils ne sont pas encore immatriculés et que le projet n'est pas complet, je fais un entretien téléphonique ou en visio pour pouvoir discuter un petit peu avec lui, pour l'aiguiller un petit peu. Et après, par contre, une fois que les choses se concrétisent, pour qu'on puisse envoyer le prêt en décision, on a vraiment besoin que la société soit immatriculée. Puisqu'on fait l'ouverture de compte, il faut que le compte soit ouvert et que la société soit immatriculée pour que la demande de financement puisse partir en décision. Mais en tout cas, pour pouvoir travailler sur le projet et pour rencontrer les conseillers à la BRED, on n'a pas besoin que la société soit immatriculée tout de suite. On peut déjà échanger. Exact. Oui. Oui, alors du coup, tu as parlé de la Socama. Moi, je ne connais pas c'est quoi la Socama exactement. Alors, la Socama, comme on aime bien l'appeler, c'est un petit peu le prêt conso du pro. Pourquoi? Parce que c'est un prêt qui est très simple, qui va vite. Les montants sont compris entre 30 et 50 000 €. D'accord. Et c'est un organisme qui se porte caution pour l'entreprise à 100. Ça veut dire que demain matin, la structure n'est plus en capacité de régler, mais là, il faudrait vraiment qu'on soit dans les extrémités, hein, qu'on soit au contentieux, qu'il n'y ait aucune solution. La Socama prend en charge, le prêt, en fait. Il se porte vraiment à 100 caution pour l'entreprise. Donc du coup, déjà, en plus, les frais de garantie, ils sont pas très élevés. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand vous faites un prêt, vous avez des frais de dossier, vous payez des frais de garantie puisque l'organisme se porte caution en cas de problème pour vous. Et du coup, c'est un prêt aussi qui est débloqué entre 3 et 5 jours avec, une trésorerie qui arrive directement sur le compte. C'est-à-dire que, enfin, pas une trésorerie, le montant du prêt, il arrive directement sur le compte. Donc, le client après, il paye directement ses fournisseurs, ou alors son matériel ou ses fournisseurs ou des travaux, puisque l'objet principal de ce prêt, c'est travaux, achat de véhicules ou matériel professionnel. Il faut savoir aussi que l'année dernière, la BRED a développé un prêt Socama, digital excusez-moi, pour permettre en fait justement aux sociétés qui ont besoin de tout ce qui est, heu, appareil photo, téléphone, ordinateur, de se développer au niveau du monde du digital, de le faire. Ils financent aussi l'aspect marketing et aussi tout ce qui est création de sites et création de sites, marchands et cetera et cetera. Oui. Et Vas-y, Mathias. Mathis, pardon, vas-y. ce que je voulais te dire, mais du coup, en fait, c'est qu'est-ce qu'on doit voir? On doit aller voir la Socama ou on doit aller vous voir vous pour faire la demande? Non, tu dois nous voir, nous. Ok. Mmh. Après, rien Et, ne t'empêche d'aller regarder c'est quoi la Socama sur internet, hein. hmm, Mais effectivement, tu passes par nous, oui. ok, ok. Du coup, alors moi j'ai une question. Peut-être qu'ils prosent en Euh, tout cas. oui, alors en fait j'ai une question par rapport justement au plus ou moins 20% d'apport obligatoire en quelque sorte dans le plan de financement, etc., par rapport au coût total du projet. Est-ce que justement le prêt de la Socama peut rentrer dans cet apport-là?
par exemple, comme l'a dit, ou bien comme une autre subvention, etc., est-ce que ça peut entrer dans le cadre de ces 20% d'apport complémentaire qu'il vous faut? Est-ce que? Est-ce que le prêt de la SOCAMA rentre en compte dans les 20% complémentaires d'apport que vous sollicitez pour le financement? Non, non. Les 20, D'accord. le prêt SOCAMA, par exemple, on le finance au Ouais, Oui, ouais. ça bug. Oui, oui. avec la connexion. OK. Donc, je reprends. On a par exemple un besoin pour pouvoir faire l'achat d'un véhicule qui coûte 30 000 €. D'accord? On souhaite avoir une grosse camionnette pour pouvoir récupérer la marchandise. On est en création d'entreprise, etc., etc. La camionnette fait 30 000 €. Sur les 30 000 €, on va te demander de financer 6 000 €. Et le reste, on te fait un prêt SOCAMA. Ça veut dire on demande à l'entreprise d'être capable de payer 20% payer 20%, pardon, de son investissement. D'accord, ok, très bien. Ça veut dire, si tu demandes 30 000, on va te dire de mettre 6 000 et on te finance 24 000. Parfait. La Merci. SOCAMA, c'est comme de la défiscalisation ou pas? Non. D'accord, ok. L'entreprise, oui, l'entreprise. Hein. Après, ça peut être aussi un apport du dirigeant, hein, ou des associés, mais il faut que l'argent, de toute façon, transite sur le compte professionnel. Du coup, en fait, mais par rapport aux autres prêts, aux autres offres de prêt, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est plus facile. C'est que, déjà, il est garanti par la SOCAMA et du coup, il est plus facile à obtenir, c'est ça? Alors, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est plus rapide surtout. Plus facile à obtenir, après ça dépend parce on est toujours quand même dans le même circuit décisionnaire. On analyse les mêmes choses qu'un prêt un peu plus complexe, qu'un prêt professionnel classique. Le prêt professionnel classique, je pense quand on aura fini, je vais vous expliquer un petit peu. Il est plus rapide en termes de fonctionnement. L'édition des offres de prêt se fait en Martinique. Donc du coup, ça va plus vite. Le décaissement, il est beaucoup plus rapide et en termes de montage aussi, c'est plus simple. Ok. Et moi, j'ai une autre question. Pourquoi tu nous donnes un exemple pour être plus concret? Par exemple, là, tu disais on veut 30 000 € pour acheter un véhicule. On met 6 000 € d'apport. Concrètement, qu'est-ce que tu as besoin pour valider? En fait, c'est quoi un beau dossier qui va valider? Par exemple, je te donne un exemple. Je ne sais pas, moi, si par exemple, tu demandes, bon, il faut que la société fasse peut-être 1 000 € de bénéfices, comme ça qu'on sait que ça va rembourser une traite d'emprunt d'à peu près 500 €. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux être plus concrète à ce niveau-là? Ah, Là, c'est bon. Là, c'est bon. tu as, Vas-y. tu as entendu ou je reprends? Alors, j'ai entendu par rapport à l'exemple. Mhm. Donc, reprends. En fait, c'est pas quelle garantie. C'est par exemple, vous allez étudier un dossier. Moi, maintenant, c'est plutôt quelle situation de l'entreprise. Ça veut dire que, par exemple, pour un prêt, comme tu disais, de 30 000 € d'un véhicule, on doit mettre 6 000 € d'apport. Mais maintenant, qu'est-ce qui va vous faire que vous allez accepter le prêt ou pas? Est-ce que, par exemple, il faut que la société dégage, par exemple, en termes de bénéfices, un montant 2 fois supérieur à la traite ou bien quoi? C'est par exemple, il doit rembourser 500 € par mois. Qu'est-ce qui va faire que vous validez? Alors déjà, il y a plusieurs aspects qui vont faire qu'on va valider ou pas un dossier ou qu'on va le suivre. Bon, premièrement, il faut savoir que ça dépend aussi de la personne qui décide. Il faut réussir à la convaincre. C'est-à-dire qu'il faut quand même, c'est presque comme on va dire en entretien d'embauche. Il faut montrer en fait que vous êtes motivé,
que le projet, qu'il soit logique, que ce soit plausible, même si des fois, ce sont des idées un petit peu qui sortent d'ailleurs, parce que moi, en tant que conseiller pro, et on travaille avec les pros depuis 2012 à la BRED, j'ai vu quand même pas mal d'activités, des activités que je ne connaissais pas non plus. Et j'ai des clients qui ont réussi à me convaincre en me parlant de leur métier. Moi, tant que je n'ai pas compris une activité, je pose des questions parce que je veux comprendre de A à Z, comprendre pourquoi le client veut faire ça, qu'est-ce qui fait qu'il va réussir, la motivation. Il faut aussi que le client puisse comprendre, même si un chef d'entreprise n'est pas spécialement, parce que j'en ai beaucoup qui n'aiment pas les chiffres, qu'il puisse me montrer qu'il comprenne quand même son activité et qu'il sache comment réaliser du chiffre d'affaires. Mais après le tout, il ne faut vraiment pas s'arrêter au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est bien de réaliser du chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, il faut pouvoir le gérer. C'est-à-dire gérer tout ce qu'il y a derrière. Les charges, les stocks s'il y en a. Après, pouvoir payer ses employés, si vous avez des employés ou pas. Pouvoir assurer votre société, protéger votre société, protéger le matériel. Ça, c'est très important au niveau de tout ce qui est assurance que nous faisons aussi. Et après, voir quel bénéfice est dégagé et qu'est-ce que vous allez réaliser avec ce bénéfice. Comment vous allez l'utiliser. Et en fait, c'est l'analyse de tout ça. C'est pour ça que le prévisionnel d'activité, il est très important parce qu'il permet de dégager tout ce que je viens de vous dire. Et savoir aussi comment le client va faire pour réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel qu'il a prévu de faire. On compare aussi avec le marché. On regarde si c'est possible de le faire ou pas. C'est déjà arrivé que j'ai un prévisionnel qui soit trop optimiste et que je demande aux clients de revoir à la baisse parce que j'ai des activités similaires où qu'on voit bien comment les choses fonctionnent, où on recalcule et on voit que ce n'est pas possible. Ou alors de lui dire de revoir un petit peu à la hausse parce que des fois, ils sous-estiment un petit peu leur activité ou il y en a qui surestiment. Mais c'est de trouver le bon équilibre en tout cas. Et c'est ce qui va faire qu'un dossier sera accepté ou pas, c'est la cohérence d'informations. Et comme je le dis, mieux un dossier est préparé, plus on a d'informations, mieux c'est pour nous. J'ai une question, c'est pour tous les types d'activités ou pas? Même celles qui sont dans le tourisme? Le prêt Socama? Oui, le prêt Socama. Et est-ce que vous suivez vraiment tous les types d'activités, en fait? Particulièrement celles qui sont dans le tourisme, puisque moi, pour mon cas, je suis dans le tourisme, en fait. Alors, on suit tout type d'activité. Après, c'est vrai que le prêt Socama, en fait, il y a des activités qu'il ne finance pas. Tout dépend du code APE, en fait. Donc après, il faut connaître le code APE de son activité pour pouvoir voir si le prêt Socama va le financer ou pas. Mais en général, le prêt Socama finance quand même un très grand nombre d'activités. Le tourisme, il me semble que ça en fait partie. Par exemple, le prêt Socama ne va pas financer tout ce qui concerne l'agriculture. D'accord. OK. Alors, Rebecca, Très, très large. Un panel très, très, très large. D'accord. En fait, il faut juste avoir le bon code APE, quoi. Parce que quand on regarde, par exemple, dans le tourisme, il y a divers codes APE et l'activité en elle-même, elle reste plus ou moins la même, quoi, en fait. C'est juste le code APE qui change. Et de toute façon, quand on essaye, nous, d'instruire le dossier, de l'envoyer en décision, etc., si par exemple le code APE ou l'activité ne correspond pas, ça ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais après, de toute façon, il y aura toujours une solution A, B, C, D derrière, quoi. Exact. C'est pour ça que du coup, je veux rebondir et on va passer à l'autre type de financement. Pour les sociétés qui ont déjà plus de 2 ans. Alors, à savoir, avant qu'on passe à la suite, même si vous avez plus de 2 ans, vous pouvez continuer à faire des prêts Socama. Mais ce ne seront pas des prêts Socama création, ce sera un prêt Socama simple qui peut monter jusqu'à l'ordre 3 types de financement.
Donc, ces types de financement, même si ce sont des sociétés qui sont déjà, qui ont plus de 2 ans, ce sont des financements qu'on peut faire aussi pour des créations d'entreprises. Donc, vous avez le prêt classique et vous avez aussi le crédit bail. Alors, qu'est-ce qui sait ce que c'est que le crédit bail? Oui, en gros, c'est comme une location, j'ai envie de dire longue durée, où on va en quelque sorte louer un matériel, par exemple un véhicule, et in fine, on aura un contrat et on pourra racheter, le cas échéant, le véhicule à la fin du contrat. Ouais, exact. C'est c'est juste ça. Non, faut pas confondre il faut pas confondre le contrat de location longue durée et le crédit bail. Parce que le contrat de location longue durée, déjà, on ne le fait pas à titre professionnel. C'est plus à titre particulier et le contrat de location longue durée, le véhicule, il passe, le garage s'occupe de tout. Alors que le crédit bail, vous assurez votre véhicule, vous faites l'entretien de votre véhicule, vous vous occupez de tout. En fait, c'est comme si c'est votre véhicule. La seule chose, c'est qu'en vrai, ce n'est pas votre véhicule et qu'il appartient à la BRED, en fait. Enfin, notre filiale à la BRED qui s'occupe de ça s'appelle Cofilise. Voilà. L'avantage de ce type de financement, c'est que c'est très rapide aussi, comme le prêt Socama. D'accord? Et que ça concerne, tout ce qui est enfin du matériel, mais uniquement du matériel neuf. Et concernant donc en général, c'est beaucoup de véhicules, mais aussi on peut tout ce qui est le matériel qu'on peut transporter. Par exemple, des clims. Si c'est pour un restaurant, un four, mais ce sont des choses, il faut que ce soit du matériel qu'on puisse transporter d'un local à un autre. Il ne faut pas que ce soit des choses il ne faut pas que ce soit des choses qui soient figées et auxquelles on ne puisse plus toucher. L'avantage pour le crédit bail, c'est que, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin d'apport. D'accord, mais il faut monter, faudrait monter un dossier aussi, comme tu as dit. C'est Il faudrait pareil. monter un dossier. Et même pour les micro-entreprises, est-ce que c'est possible ou bien pour les micro-entreprises, c'est pas possible? Pour les micro-entreprises, c'est possible, hein. Il n'y a pas de limite en termes par rapport au statut juridique de la société, que ce soit micro-entreprise, SARL, SAS, le crédit bail, il est possible. Et en général, si jamais il y a des choses qui ne sont pas possibles, on nous dit tout de suite, hein, et on rebondit sur autre chose. D'accord. OK. Alors, moi, j'ai une question vis-à-vis de tout ce qui est, par exemple, de ce qui est finançable. On a parlé de crédit bail, on a parlé de prêt classique, mais est-ce que du coup, donc il y a tout ce qui est les travaux, les stocks, est-ce que ça se finance? Et puis la trésorerie aussi. Alors, en ce qui concerne, pour les prêts travaux, qu'est-ce qui finance les prêts travaux? On a le prêt Socama, on a les prêts classiques, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En ce qui concerne le fonds de roulement, en général, on ne finance pas la trésorerie de la société, d'accord? C'est quelque chose qu'on fait de façon très rare et c'est du cas par cas. Il faut vraiment qu'il y ait une situation particulière pour la société pour que le comité de crédit puisse décider de financer de la trésorerie. D'accord? Mais on ne va pas financer non plus de stock. Il faut savoir que la banque ne finance pas les stocks, en tout cas à la BRED. On ne finance pas de stock. Le client, il doit pouvoir, avec ou son apport ou son capital, financer son stock. Après, nous avons d'autres solutions pendant la durée de vie de la société, hein. Par exemple, on peut mettre un découvert autorisé en place. Bien entendu, le montant du découvert va dépendre de l'activité, il va dépendre du chiffre d'affaires et de comment fonctionne la société, de sa notation, parce qu'il faut savoir aussi que vous êtes noté et que c'est quand même un élément très important, surtout lorsque vous êtes en phase de demande de financement. Le prêt classique, en fait, de la BRED, permet de financer tout ce qui n'est pas finançable par les autres prêts, en fait. Il permet de tout financer, mais de financer aussi d'autres choses. Par exemple, un chef d'entreprise qui souhaite racheter les parts sociales d'une société. Il peut financer aussi
comment ça s'appelle encore? Un rachat de fonds de commerce. Et puis après, ils financent aussi tout ce qui est travaux, voitures, et cetera. Le prêt professionnel classique est surtout là, parce que c'est un prêt qui peut aller au-delà de 5 ans, donc il peut aller jusqu'à 7 ans. La prise de garantie, elle est aussi plus élargie. On peut, nantir de l'épargne. On peut nantir un fonds de commerce. Alors si vous savez pas c'est quoi nantir, posez-moi la question, hein, n'hésitez pas. On peut Je sais pas c'est quoi nantir, moi. alors, nantir, c'est quoi? Ça veut dire que, pendant la durée du financement, on va dire ça simplement, si par exemple, le financement, il est de 200 000 €, d'accord? Mmh. On et tu as, 80 000 € d'épargne, Mathis, par exemple, Mmh. à titre professionnel. On va nantir ton épargne de 80 000 € pour permettre de garantir une partie du financement. Ça veut dire que pendant la durée du prêt, tu ne pourras pas toucher à ton épargne. Mmh. Si on OK, doit OK. nantir le fonds de commerce, ça veut dire que pendant la durée du prêt, tu ne pourras pas vendre ton fonds de commerce si demain matin tu souhaites vendre ton fonds de commerce. OK. Ça sera réservé à la BRED. C'est une garantie. Le nantissement, c'est une garantie. Et il y en a d'autres, il y en a plein, hein. Mais là, je vous ai donné les grandes lignes, en fait. Voilà, exact. Donc le prêt classique, je disais, il peut aller jusqu'à 7 ans. Donc ça, c'est un avantage aussi parce qu'on a quand même, surtout pour tout ce qui est reprise d'activité, on a des montants qui sont des fois assez importants ou alors, des travaux pour pouvoir, surtout tout ce qui est restauration, hôtellerie ou alors nouveaux concepts, on va dire ça comme ça. On a des fois des montants qui sont quand même assez importants et la durée de 7 ans n'est pas négligeable parce que ça permet un petit peu d'apurer, enfin de réduire le montant de l'échéance, au mois. Mmh. Derrière, après, en tout cas, tout ce qui concerne les financements, il ne faut pas non plus hésiter à vraiment travailler avec la BRED. On est là aussi pour protéger les clients. Donc on a, toutes sortes d'assurances. On va protéger le dirigeant, on va protéger, l'homme clé. On va l'aider aussi à se constituer une retraite. Il faut quand même y penser puisque vous savez qu'avec tout ce qui se passe avec l'âge légal de la retraite et cetera et cetera. On va protéger son véhicule professionnel. On fait aussi de la décennale pour ceux qui sont dans le BTP. On assure le local et on assure l'activité. Je tiens à le souligner, quand vous commencez une activité, assurez-vous. Il faut que vous soyez assuré, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. OK, OK, OK. Alors, dernier point, ça c'est un tout petit point, c'est juste pour les pièces à fournir, pour les sociétés qui ont plus de 2 ou 3 ans, l'établissement de la liasse fiscale. Qu'est-ce qui sait ce que c'est une liasse fiscale? Je sais pas. Mmh. En fait, c'est un document qui reprend l'ensemble des déclarations fiscales annuelles à effectuer, du bilan comptable, au compte de résultats, etc. Éventuellement des annexes s'il y en a, et tout ce qui s'ensuit au niveau de la AGO aussi. Enfin, bref, toute la, j'ai envie de dire, le panel fiscal et comptable de la société. Exact, exactement. La définition, elle est très bien faite. Donc, du coup, la liasse fiscale, vous pouvez l'établir après votre première année d'activité. Quand vous commencez à avoir 1 an d'activité, c'est obligatoire pour toute demande de financement. D'accord? Et c'est ce qui va permettre un petit peu d'étudier et de savoir comment vous avez fonctionné. Est-ce que vous avez réalisé du chiffre d'affaires? Et est-ce que vous avez bien, organisé, heu, votre chiffre d'affaires? En termes de charges, charges de personnel, de bénéfices et cetera, ce que je vous disais tout à l'heure et ça va vous permettre de savoir, comment vous vous en sortez. Ça vous permet aussi des fois de vous réorganiser parce que vous voyez tous les postes, tout ce qui est, par exemple vos dépenses, vos achats, tout ce que vous allez, payer à titre, fiscal, social, d'accord? Voir aussi si vous gérez correctement vos stocks, si vous gérez correctement le personnel
et si vous arrivez en fait à bien avoir un matelas de trésorerie qui vous permette de tenir les comptes correctement. Et bien entendu, l'élément que va permettre de dégager l'alias fiscal, c'est aussi votre capacité d'autofinancement. C'est grâce à votre capacité d'autofinancement que la banque aussi peut savoir si votre structure pourra supporter l'échéance du ou des prêts que vous aurez effectués. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. C'est peut-être pour un petit peu sur ce que Mathis disait tout à l'heure là, mais de manière plus, j'ai envie de dire, interne au sein d'une banque. Toi, lorsque tu comment dire, lorsque tu as et que tu reçois un projet, etc., surtout au niveau de la partie financière, quel est ton premier réflexe? Qu'est-ce que tu vas regarder? Je sais que tu auras le plan de financement, le compte de résultats, etc., la trésorerie minimum sur 12 mois. Qu'est-ce que tu vas regarder? Quel sera ton premier réflexe et de manière synthétique, comment tu vas visualiser si financièrement un projet est viable ou non? De façon synthétique, je dirais qu'il y a plusieurs petits points que je regarde en premier et après je rentre dans les détails. Alors déjà, les représentants légaux ou le représentant légal ainsi que les associés. Je cherche un petit peu à comprendre pourquoi ce projet, qu'est-ce qui va faire que cette personne va réussir à mener le projet à bien par rapport à son expérience. L'apport, ça veut dire est-ce qu'ils vont être capables de mettre minimum 20% d'apport pour le bien, pour le financement, pardon, pour l'appui du financement. À quoi va leur servir le financement? Est-ce qu'ils connaissent bien leur projet? Et les deux derniers points, je regarde la capacité d'autofinancement. Donc, si c'est du prévisionnel, je regarde si ça corrèle avec le chiffre d'affaires prévisionnel et est-ce que justement le chiffre d'affaires, comment la réalisation du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle est cohérente? Et si c'est du concret par rapport à l'alias fiscal, ben, je regarde comment se porte la santé financière de l'entreprise. Avec des points, surtout les capitaux propres, ça veut dire tout ce que les dirigeants, les associés ont mis dans leur structure et comment ils ont retraité aussi les bénéfices, s'il y en a eu, bien sûr. Et parce que des fois, une société qui n'a pas spécialement réalisé, à savoir, entre parenthèses, une société qui n'a pas un chiffre d'affaires, un résultat net positif dès la première année ou qui est très, ou bien alors c'est positif, mais il est très, le montant est très réduit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas bien fonctionné. Bien au contraire, parfois. Et c'est pour ça que je ne peux pas rentrer quand même dans les détails parce que ça dépend vraiment de chaque activité. On a des activités, ça va crescendo petit à petit. D'une année à une autre, on a des espèces de rebonds qui sont assez impressionnants parce que justement, lors de la première année, les dirigeants ou les associés ou peu importe ont réussi à garder la maîtrise en fait de la structure financière de la société en faisant par exemple beaucoup d'économies ou en ayant de bonnes idées stratégiques pour tout ce qui est gestion de stock, etc., etc. Donc, ce sont ces points que je regarde. Donc, c'est les dirigeants, la motivation, la réalisation du chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement et l'apport. Ok, très bien. Du coup, pour rebondir sur la capacité d'autofinancement, est-ce que lorsque, par exemple, puisque il y a le résultat, en quelque sorte, le bénéfice, il y en a, et il y a aussi, par exemple, les dotations, pour la méthode la plus simple. Du coup, lorsqu'on a un matériau, enfin plusieurs matériaux, plusieurs immobilisations dans l'entreprise, lorsque les amortissements sont très, très, très élevés, à partir du moment où ils apportent des avantages économiques, est-ce que justement, vous n'allez pas, enfin, quel regard que vous avez sur ça lorsqu'il y a beaucoup d'amortissements? Alors, si jamais ça doit dépasser, on va dire, la capacité de l'entreprise à pouvoir emprunter, je vais demander, par exemple, un client qui a déjà une liasse, enfin, par exemple, 2 liasses fiscales qui sont déjà établies, 2 ou 3 liasses fiscales.
de me refaire un prévisionnel d'activité sur 3 ans et de m'expliquer comment le chiffre d'affaires va augmenter avec ce qu'il va mettre, enfin, avec le financement qu'il va faire. Parce que forcément, en général, dès que vous choisissez d'investir pour votre société, c'est pour pouvoir ou soutenir une augmentation d'activité ou pour développer l'activité ou parce que l'activité est déjà bien développée et que vous avez besoin de ça pour que ça puisse aller, mieux. Mais encore une fois, tout dépend de l'activité, tout dépend du secteur, etc., etc. Mais si ça doit dépasser et qu'il faut qu'on puisse aller plus loin et justifier au comité de crédit, OK, par exemple, je ne sais pas moi, l'entreprise SPP Conseil a une capacité de 800 € par mois, sauf qu'en ce moment, elle a déjà un prêt qui lui génère une échéance de 650 €. D'accord? Et là, vous faites une demande pour un prêt qui va vous générer 400-500 € d'échéance par mois. Donc, forcément, ça va dépasser votre capacité. Mais si je peux justifier en disant pourquoi cet investissement est nécessaire à la société, c'est pour ça, encore une fois, qu'on revient sur avoir le maximum d'informations. C'est essentiel. Parce que plus moi, j'aurai des informations pour pouvoir justifier auprès de mon comité de crédit que la société a besoin pour ça, avec des données chiffrées, bien sûr, plus ils vont se dire, ah ouais, peut-être effectivement. Mais du coup, peut-être qu'on va dire oui, mais on a besoin de telle ou telle ou telle ou telle information. C'est un échange, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Moi, du coup, j'ai une question un peu sur la posture qu'ont les conseillers professionnels. Je pense que c'est une question. C'est peut-être que tous les entrepreneurs partagent. C'est est-ce qu'on doit venir vous voir avec un dossier carré pour que le dossier passe? Ou bien est-ce qu'on peut venir vous voir en vous disant voilà mon projet, maintenant on ne sait pas comment bien le monter et que vous allez accompagner et que du coup on n'a pas de crainte à avoir ah oui, non, lui son projet n'est pas encore bien viable, du coup je ne vais pas le financer. Mathis, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au début. J'ai écouté, mais je repose parce que. Moi, je disais que oui. Moi, je n'ai pas de souci en fait à conseiller, par exemple. Des fois, je reçois des petits mails où on me dit voilà, Madame Borgetto, mon projet n'est pas encore concrétisé, mais est-ce qu'on pourrait s'appeler pour voir comment faire, etc. Et moi, je le guide un petit peu et je lui dis bon, voilà, que s'il ne sait pas comment faire telle ou telle chose, bon, déjà, il y a google.com pour certaines choses et pour d'autres, vous avez aussi, comme je vous ai dit, des sociétés qui aident en fait à monter les projets. Et puis, il ne faut pas non plus hésiter quand vous avez des amis ou alors des confrères à demander pour faire un échange de bons procédés, tout en faisant attention, bien sûr, hein, puisque bon, vous savez déjà comment ça se passe. Vous avez des gens qui sont parfois mal intentionnés. Donc, ne pas divulguer non plus toutes ces informations ou toute sa stratégie commerciale. Mais se faire aider se faire accompagner par des sociétés pour faire le montage des dossiers, etc. Ou alors faire son dossier si on s'y connaît, c'est le must. Parce que quand vous mettez vraiment le nez dedans, vous connaissez votre projet par cœur. Et ça, c'est le meilleur en fait pour vous. Ça. Mais moi, ça ne me dérange pas voilà, ça m'arrive, hein, ils m'envoient des mails, ils me demandent des conseils, je dis bon, on s'appelle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut. La question, comme m'a posée, c'était Sandy, si je me souviens bien. Oui, Sandy Brown. Est-ce qu'il faut être immatriculé, etc. Même si vous n'êtes pas immatriculé, vous pouvez venir auprès de moi pour demander un conseil. Et en général, les clients reviennent, lorsque le projet est complet, ils reviennent et on va dans le concret. Non, l'important, c'est de le dire, en fait. C'est-à-dire que vous dites que vous sollicitez un rendez-vous, que votre projet n'est pas encore abouti, mais que vous voulez avoir certaines informations. Et quand c'est comme ça, je préconise un rendez-vous téléphonique ou en visio et j'échange avec le client. Et en général, ça se passe très bien. Et après, en fait, ils reviennent lorsque le projet est beaucoup plus concret, en fait. J'ai une question.
Vas-y, Mathis, vas-y, fini. Je donne juste un exemple de quelque chose qui m'est arrivé. Si j'avais fait une demande de prêt à l'ADI, après, tu vois, moi, j'ai certaines compétences, on va dire. Comme moi, je suis consultant, donc j'ai certaines compétences, on va dire, dans le digital. Et puis, on m'avait refusé une partie du prêt parce que quand c'est passé en commission, ils ont dit non, vous avez les compétences pour créer votre site Internet. Donc, moi, j'avais fait une demande pour une partie, c'était pour un projet global. Et en fait, ils m'avaient dit non, vous avez les compétences pour créer votre site Internet. Du coup, on vous donne la moitié moins de ce que vous avez demandé. Et, du coup, on fait confiance. Et puis, au final, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là un petit peu. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est vrai que après, je ne sais pas du tout comment l'ADI en fait décide d'octroyer les prêts ou pas. C'est vrai qu'on travaille quand même avec eux, mais je ne sais pas du tout comment ils décident. Mais après, ça reste encore du cas par cas. Et puis, ça reste aussi, moi, j'essaie quand même, en tout cas à mon niveau, de fournir un maximum d'informations aux clients ou aux prospects pour qu'ils puissent comprendre parfois pourquoi on ne les suit pas ou pourquoi on va bientôt les suivre, mais par contre, il manque telle ou telle chose, en fait, parce que je pense que c'est essentiel. Le tout, c'est pas de dire non, le tout, c'est de dire non parce qu'il manque telle ou telle chose ou il faut faire telle ou telle chose. Et je dis toujours aux clients, rien n'est jamais figé, en fait. Ok, merci beaucoup. Ma question, c'est la suivante. Si on a le projet déjà bien établi, bien structuré, et qu'on n'a pas l'apport à 100%, on n'a que l'apport à 50%, ça donne quoi? Si on n'a pas l'apport à 100% et qu'on l'a à 50%, Oui, par exemple. ouais. C'est pas spécialement un problème. Après, ça va dépendre. Il y aura des contreparties, par contre, forcément. Il y aura des contreparties et on verra comment on peut s'organiser au mieux pour que malgré tout, en fait, le client, enfin, que le client puisse quand même accéder à son financement. Mais c'est vrai que ça dépend, encore une fois, on revient sur la même chose. Ça dépend de l'activité, ça va dépendre aussi, par exemple, de l'ancienneté, ça va dépendre de comment le client va travailler avec nous, etc., etc. Exact, exact, oui. De confiance, une relation de confiance et puis, Heu, comme je dis, hein, un exemple, on va dire, un exemple vraiment, dans le négatif, hein. Un client qui a des difficultés, financières, d'accord? Son conseiller l'appelle mais n'arrive pas à le joindre. Le client, il fait l'autruche, il répond pas parce qu'il sait que voilà. Un client qui a des difficultés financières, son conseiller l'appelle, il répond malgré les difficultés pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions avec lui. Ben, ce sera plus facile si demain matin on doit continuer, enfin on passe on demande un financement et cetera, parce qu'on sait que c'est un client auquel on peut faire confiance. Il faut toujours vraiment garder ce relationnel avec le client. Avec le client et le conseiller. Voilà, exact. Même si des fois, les choses ne vont pas spécialement bien, ça peut arriver, ce sont des étapes. Ce ne sont pas toutes les sociétés, qui sont au top, de A à Z. Vous avez des moments où il y a des flops, des moments où ça va super bien et en fait, c'est ce qu'il faut garder, à l'esprit. En fait, je dois pas partir à 10h15. Là, je dois partir déjà, là, je dois être dans ma voiture. Après, on peut continuer, mais il faut que j'arrive à me connecter sur mon téléphone, en fait. Bah moi, juste, Rebecca, ce serait intéressant que tu puisses, en tout cas, moi, tu m'as fait une très bonne impression. Ce serait intéressant que tu puisses partager potentiellement tes coordonnées pour qu'on puisse potentiellement te contacter, toi ou la Bred, pour faire appel à vos services. Et donc,